Bon, d'abord, je suis impressionné parce que moi, je viens du monde du soin curatif, dont je ne suis pas sûr qu'il existe, du soin palliatif, dont je ne suis pas sûr qu'il existe, et je vais me confronter à des personnes qui viennent du soin du handicap, dont je suis sûr qu'il existe. Et donc, ce que je vais dire, ce sont sûrement un certain nombre de convictions, mais aucune certitude. Peut-être que j'ai une certitude, je vous le dirai peut-être à la fin. Et d'avance, j'espère que... Je suis sûr que cette réunion va être intéressante à cause de cela. Bien, le propos que je vais tenir, il est issu de la pensée de deux personnes qui sont Viktor Frankl et Frédéric Worms. Il y a trois écoles autrichiennes de psychanalyse, celle d'Adler qui fonde sa théorie sur la question du pouvoir et qui estime que la question du sens est issue de la frustration du pouvoir. Celle de Freud, que vous connaissez le mieux, qui fonde sa théorie sur la question du plaisir et qui estime que la question du sens naît de la frustration du plaisir. Il a même écrit à la princesse Bonaparte, qui était sa protectrice, « Dès que l'homme se pose la question du sens, c'est qu'il est malade ». Et Viktor Frankl, qui est né en 1905, qui a été un suiveur d'Adler, dont il a été exclu, qui a été proche de Freud, puisque Freud l'a fait publier dès l'âge de 18 ans dans des revues internationales, a l'intuition très jeune que la question est posée à l'envers, et que certes, les hypothèses de Freud et d'Adler ne sont pas fausses, mais elles sont insuffisantes. Et lui pense que l'homme est orienté vers le sens, et que s'il se précipite vers le plaisir ou vers le pourvoir, c'est par frustration du sens. Et ce qui amène une conception anthropologique complètement différente. Et je vous ai mis des citations de Frankl, et vous voyez qu'avant Cicely Saunders, il est probablement le véritable inventeur des soins palliatifs. Frédéric Worms est un philosophe actuel qui a beaucoup écrit sur la philosophie du soin et que certains d'entre vous connaissent puisqu'il a travaillé avec la SFAP et pour la SFAP. Et donc, dans mes propos, les idées originales viennent d'eux. La sauce, c'est-à-dire j'ai essayé de les faire miennes. Et donc, s'il y a des imperfections, eh bien, c'est les miennes. Voilà. Je voudrais vous rappeler l'unicité de la personne. Dans un premier chapitre, l'unicité de la personne et du soin. Et dans un... Bon. Pourquoi il n'avance pas? Je reclique? Ouais. Dans un premier chapitre, l'unicité des personnes et du soin. Ça sera court parce que je n'ai pas assez de temps. Dans un deuxième chapitre, la complexité de la personne et du soin. Et dans un troisième chapitre, la complexité du soin. Voilà. Bon, l'unicité des personnes et du soin. Bien. Si vous prenez la comparaison entre une dame et une vieille dame et une vieille voiture, si la vieille voiture a sa suspension qui se brise, elle ne vit que dans l'espace, elle est réparable, et elle retournera sur la grande route avec le même dynamisme qu'il y a 80 ans, alors que si la vieille dame se casse le col du fémur, elle est réparable aussi, mais elle ne retournera pas sur la grande route avec le même dynamisme qu'auparavant. Et pourtant, il y a une autre similitude, c'est que le collectionneur de vieilles voitures, pourquoi est-ce qu'il aime les vieilles voitures? Bien, probablement parce que ça lui a été présenté dans son enfance comme un lieu du monde agréable. Et c'est peut-être son dernier doudou, et son investissement affectif dans la vieille voiture n'est pas forcément négligeable. Donc il est respectable. Et quelle est la différence? Eh bien, on voit que la différence, c'est que la fracture du corps entraîne une déstabilisation psychique, la peur de ressortir, la peur de marcher. Et cette déstabilisation psychique entraîne immédiatement une interrogation spirituelle. Quel est le sens de ma vie avec cet amoindrissement? Et c'est pour ça qu'en tant que soignant, on a des rôles complémentaires, mais qu'il ne faut pas compter seulement l'un sur l'autre. Parce que ce n'est pas en réparant la fracture qu'on remettra la dame sur la grande route, ce n'est pas non plus en méditant sur sa fracture et le mystère de la souffrance qu'on la mettra en route.
c'est simplement lorsqu'elle aura trouvé une personne de confiance qui saura l'accueillir, accompagner sa souffrance psychologique, sortir avec elle sur le chemin, puis sur la route, puis sur la grande route, et puis peut-être la faire rentrer dans la vieille voiture de son petit-fils. Et donc vous voyez que la personne est unique, physique, psychique et spirituelle, et que c'est un tout indissociable, et que si on le dissocie, c'est pour les besoins du discours, mais ça ne correspond pas à la réalité. Et c'est pour soi que si la personne est unique, alors le soin est unique. Le soin, et ça c'est une conviction, c'est plus une certitude, mais pas depuis longtemps. Le soin est unique parce qu'on ne peut pas dissocier les personnes, parce qu'on ne peut pas dissocier le curatif du palliatif, parce que les soins palliatifs ne sont qu'un mouvement qui vise à remettre la personne au centre du soin. Et ils ne sont pas en cela une spécialité. Et pourtant, il y a une tension réelle. C'est que pour accompagner les personnes, on a besoin de regards spécialisés. Et c'est à la fois nécessaire et risqué. Pourquoi? Parce qu'on crée des mourologues, on crée des spirituologues, hein, il y a des centres il y a une spécialité de spiritualité au Canada, et on crée des organologues, alors que c'est l'affaire de tous. Et pourtant, il faut des regards aigus et formés en soins palliatifs, formés en approche de la spiritualité, pour pouvoir prendre en compte les différentes dimensions de la personne. Et la question de fond, c'est de tenir cette tension entre l'attrait du pouvoir que donne une connaissance aiguë et le respect de l'unicité de la personne. Je vais maintenant vous parler de la complexité de la personne et de la complexité du soin. Ah oui, ça c'était une illustration. Tiens, c'est pas passé. Bon, bah, tant mieux, tant pis. Non, ça marche pas. Bon. Bah, écoute, si tu veux mettre celle-là, ça serait bien. J'en ai quand même besoin de celle-là. Bon, mais ça fait rien. Imaginez que, là je parle je vais vous parler de la complexité de la personne, je vais me servir de ce que Frankl utilise pour la montrer. Frankl, il dit, voilà, l'homme est un cylindre. Bah, ça y est, non, est un cylindre, et ce cylindre est ouvert. Pourquoi? Parce qu'il est ouvert au monde, il est ouvert à la relation. Ce cylindre, vous le projetez sur un plan, en bas, et vous voyez qu'il va se projeter un cercle. Vous le projetez sur un autre plan, et vous voyez qu'il va se projeter un rectangle. Le cercle, disons que c'est ces déterminismes biologiques, physiologiques, et le rectangle, disons que c'est ces déterminismes psychiques. Le ça, le moi, le surmoi, toutes nos fausses croyances, hein, il faut être fort pour survivre, je ne suis pas aimé, enfin tout ce qu'on veut. Et ces dimensions-là, elles existent réellement, mais elles ne rendent pas compte de tout de l'homme. Vous avez par exemple, à gauche, dans le rectangle, les tenants de la théorie du genre dans leur excès, et vous avez en bas les opposants de la théorie du genre dans tout leur excès. L'homme n'est pas que XX ou XY, mais l'homme n'est pas que déterminisme psychique ou social. Pourquoi? Parce qu'il manque dans cette anthropologie une troisième dimension qui est la dimension spirituelle. Et Frankl fonde la dimension spirituelle de l'homme sur quelque chose qui est évident, la capacité à l'autodistanciation. Je vous ai dit tout à l'heure que toutes les imperfections, c'était à cause de moi. Bon, c'est de la fausse modestie, vous êtes d'accord? Ça veut dire quoi? Leonetti a dit l'autre jour que la modestie était la forme d'orgueil la plus facile à accepter en société. Eh bien, c'est vrai. Et qu'est-ce qui nous sauve de ça? Ben, c'est l'humour. Et donc, cette capacité d'autodistanciation, c'est cette capacité de regarder nos déterminismes, y compris le besoin de reconnaissance, et de changer nos regards sur eux. Et ça, l'homme en est toujours doué, qu'il soit malade ou qu'il ne le soit pas. Et cette capacité d'autodistanciation, c'est aussi notre capacité de regarder le monde. Exister, ex sistere, c'est se tenir hors du monde. C'est capable de regarder le monde et de rester dans le monde tout en n'étant pas tout à fait du monde, ou au moins transitoirement. Et donc, cette capacité-là fonde notre dimension spirituelle et a pour corollaire une deuxième capacité dont on a entendu parler tout à l'heure, c'est la capacité
d'autotranscendance. Et qu'est-ce qu'il appelle par capacité d'autotranscendance? Il dit que nous sommes aptes à nous dépasser pour une valeur qui est en dehors de nous. Et ces valeurs peuvent être des valeurs de création, la création artistique, la défense d'une cause, c'est ce que je donne au monde, peuvent être des valeurs d'expérience, la contemplation de la nature, la culture, la rencontre de l'autre, et peuvent être des valeurs d'attitude, l'aptitude à transformer un destin héroïque que je ne peux changer en accomplissement, en victoire, que je ne peux changer, le transformer en accomplissement ou en victoire. Et tout cela n'exclut pas, mais n'implique pas la foi. Et donc l'homme est en quête de quelque chose qui le dépasse et qui lui permet de se réaliser. L'homme n'a pas pour objectif, comme le chimpanzé, d'être un super chimpanzé. Et il y a une conséquence à cette anthropologie. C'est que vous voyez que trois figures géométriques différentes se projettent de la même façon. Et c'est embêtant, parce qu'il y a une conséquence directe à cela. C'est que les symptômes sont trompeurs. Et que si vous n'envisagez pas les symptômes dans les trois dimensions, vous pouvez louper des diagnostics. Un exemple très simple, une agoraphobie, la peur du monde. C'est quoi? Ça peut être seulement une hyperthyroïdie. Ça peut être un conflit entre le ça et le moi, c'est-à-dire entre ce ça qui n'est pas moi et dans lequel je dois m'intégrer. Et puis ça peut être un conflit spirituel, un conflit entre la conscience et le surmoi, un conflit entre cette place dans le monde que la conscience m'impose et ce surmoi qui m'en dicte une autre. Et donc, si vous n'acceptez pas de regarder les différentes dimensions de la personne, eh bien, les symptômes seront trompeurs. En un mot, un peintre connu n'est pas, et je cite, entre guillemets, mais je ne peux pas vous dire de qui est l'auteur parce que je ne l'ai pas noté, n'est pas que un caractère anal avec tendance à la constipation, ayant résolu ses difficultés en barbouillant sur des toiles. C'est scandaleux de dire ça. Je l'ai lu. Même si c'est aussi vrai, c'est-à-dire que c'est du réductionnisme, c'est de tenir du compte que d'une dimension de la personne. Quelles sont les conséquences de cette anthropologie? Eh bien, pour le soin, c'est ça. Vous voyez? Selon la façon dont vous regardez le même symptôme, ça peut être un plat de fruits ou un bonhomme. Et ça, on le vit dans tous les jours, parce que quand on regarde ensemble une personne sous toutes ses facettes, on essaye de retrouver de reconstruire la personne dans toutes ses dimensions. Alors, celle d'après, je vous l'ai mise parce que je trouve que c'est assez étonnant et c'est un peu en aparté. Le modernisme de cette toile de gauche qui date du XVIe siècle. Et donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que l'homme, les symptômes, en dehors du fait qu'ils sont trompeurs en eux-mêmes, ils sont trompeurs selon la façon dont on les regarde. Et c'est pour ça qu'on a besoin de regards aigus pour nous aider à reconstruire cette personne en trois dimensions. Vous voyez ça? Un spécialiste vous dira peut-être, un spécialiste du soutien-gorge, vous dira peut-être qu'il y a un problème là. Le lien entre la bretelle et le bonnet, il n'est pas bon. Et peut-être qu'il vous invitera à réfléchir et à prendre du recul. Voilà. Et donc, vous voyez, la conséquence de cette anthropologie, eh bien, c'est la naissance de la pluridisciplinarité. Et c'est aussi une autre conséquence, c'est que ce que l'on croit de l'homme, ce que l'on pense de l'homme, influe notre conception du soin. Parce que si on ne reconnaît pas la dimension spirituelle de la personne, le corps, physique et psychique, devient un matériau sur lequel je peux travailler en augmentant ses capacités, et c'est la voie ouverte au transhumanisme. Mais inversement, si je ne tiens pas l'équilibre entre ces trois dimensions, et si j'envisage le spiritualisme comme une dérive, et c'en est une, eh bien ce corps inerte, dont je soutiens par principe la vie, en tant qu'être spirituel dont je ne peux rien dire, si c'est possible, ça sera de l'ordre du traitement de lui implanter une pompe de nutrition miniaturisée quand elle existera, une machine pour lui activer un bras,
et une intelligence artificielle qui lui fera à heure fixe bouger un bras pour la manipuler. Et il pourra rentrer à domicile d'ailleurs. Donc peut-être que la clé de la réponse, c'est de tenir l'équilibre entre ces trois dimensions. Une dernière conséquence de cette anthropologie, c'est la question de l'organe du sens. Alors n'allez pas imaginer quelque chose de matériel, c'est quelque chose d'immatériel. Et un des élèves de Frankl écrit « L'organe du sens est l'ensemble de ce qu'éprouve, ressent, pense un être humain, l'ensemble de ses expériences vécues et de tous ses souvenirs orientés vers le sens. » Et c'est intéressant parce que cet organe n'est pas matérialisable et donc il n'est malade que de la perte de son objectif, le sens. Et en cela, il est organiquement, entre guillemets, toujours intact. Et quand M. Bich nous a dit que les handicapés avaient, eux, un projet de vie, ils ont un sens qu'on n'a pas toujours. Et je vais vous l'illustrer. Vous voyez ça? Eh bien, c'est une des dernières toiles de Van Gogh, c'est un an avant sa mort. Bon, c'est un malade psychiatrique grave. Et vous voyez bien qu'il a mis tout ce qu'il était, y compris sa pathologie, à la réalisation d'une valeur qui le dépassait, qui était sa création artistique. Et il est très intéressant de noter que ceci est toujours intact. Maintenant, après vous avoir parlé de la complexité de la personne, je vais vous parler de la complexité du soin. Le soin est secours et soutien, et je l'ai écrit exprès, en un seul mot. Mais bien sûr, je vais être obligé de le dissocier pour en parler. Le soin est toujours, sauf dans un cas, à la fois secours et soutien, puisque tout acte de secours est un acte de relation qui fait que le secours et le soutien sont indissociables. Le cure et le care sont indissociables. Le curatif et le palliatif sont indissociables. Et on ne les dissocie que pour la clarté de l'exposé. Et il y a une exception, c'est le secours au corps inanimé. Parce que le soin, et je commence par le secours, reste d'abord un secours. Ne pas laisser mourir de faim par exemple, c'est le soin minimum. Et c'est la seule dimension que l'on peut être amené à dissocier des autres dans le cadre de l'urgence, parce que le secours du corps matériel vivant peut primer sur les autres dimensions, mais toujours dans un but, celui de les rétablir. Et Leonetti a bien compris que dans la pratique, secourir le corps sans pouvoir rétablir les autres dimensions du soin et de la personne, psychique et spirituelle, ça s'appelle, après un délai raisonnable, de l'acharnement thérapeutique. Pourquoi le secours est aussi important? Parce que, d'une part, c'est le soin du corps qui permet de maintenir en vie, et parce que c'est un modèle, c'est-à-dire c'est un modèle qui ne s'applique pas seulement aux soins du corps. Et en cela, il est capital, parce qu'il nécessite une imagination et une créativité technique, personnelle et institutionnelle qu'il faut savoir transposer dans les autres dimensions du soin. Mais la spécificité du secours n'empêche pas qu'il n'ait pas tout le soin et que le soutien peut être parfois le seul secours. Dans une catastrophe naturelle, quand quelqu'un se trouve incarcéré, qu'est-ce qui lui donne le surcroît de vie qui lui permet de tenir jusqu'à ce qu'on le désincarcère? C'est de savoir qu'il y a quelqu'un. C'est la voix, c'est le sourire. Et c'est ce sourire-là qui lui permettra de passer d'un monde hostile à un monde qu'il pourra peut-être réhabiter. Et donc, en cela, le soutien est parfois le seul secours. Mais pourquoi oublie-t-on souvent le soutien? Eh bien, parce que le soutien se cache dans le secours. Il est toujours secondaire au secours le plus souvent parce que le secours sauve le corps, mais surtout parce que le soutien se fait à travers le secours, sans s'y identifier. Prenez une maman qui nourrit son bébé. Elle le secourt, elle lui donne à manger. Mais le bébé, ce qu'il attend, ce n'est pas le sourire de n'importe qui, c'est celui de sa maman. Et ce n'est pas d'être nourri par une machine. Et dans ce secours se cache le soutien. Et ce soutien, c'est l'accompagnement. Et l'accompagnement est toujours intégré dans une activité. Et pourtant, il reste une fin en soi. En fin de vie, je t'accompagne pour toi-même et dans le simple but de t'accompagner, même si c'est aussi sur un chemin du monde
que tu n'as pas choisi, et peut-être moi non plus. Et donc, le soutien est aussi essentiel que le secours, parce que l'absence de soutien est mortifère. Pensez à l'enfance sans amour, ou au vieillard abandonné, ou au handicapé. Et puis parce que, encore une fois, la relation, c'est-à-dire le soutien, peut être le seul soin, ou le soin prépondérant. Vous savez bien l'importance du revivre dans certaines situations psychologiques ou psychiatriques. Revivre une situation enfouie dans notre inconscient pour s'en libérer. Eh bien, je vous défie de revivre seul. On ne peut revivre qu'à travers une relation. Et c'est d'ailleurs très émouvant de penser que la relation sauve la relation, soigne la relation. Il y a des situations qui sont moins extrêmes, encore que. Je vous raconte une histoire. Une femme de 60 ans vient pour un triple pontage, 50 ans, vient pour un triple pontage, elle fume 60 cigarettes par jour. Elle a une bronchite chronique, donc on la fait souffler dans le tromblon et on lui dit « Madame, vous êtes opérable ». Elle raconte une histoire épouvantable, et à la fin de la consultation, il lui est demandé « Est-ce que vous avez déjà raconté ça à quelqu'un ?» Elle répond « Non, jamais ». Et il lui est demandé « Mais pourquoi ?» Réponse « Parce que je vais mourir ». Cette femme, elle vivait cette histoire comme un risque de mort imminente et elle avait besoin de s'ouvrir à elle-même. Et alors c'est là où on peut tout mélanger. Ce qui est le secours, c'est de dilater la coronaire. Mais c'est du soin palliatif, parce que si on dilate la coronaire jusqu'à ce que l'autre se rebouche, pas très intéressant. Et ce qui est curatif, eh bien c'est le soutien. C'est de trouver quelqu'un qui l'aidera à comprendre pourquoi elle fume, de peut-être moins fumer, de peut-être arrêter de fumer, et de peut-être arrêter de bousiller ses coronaires. Et puis accessoirement, nous, on aura un bénéfice secondaire, si elle arrive en fin de vie, c'est qu'on n'aura pas le viol à 12 ans, l'abandon d'un gamin à 15 ans, le triple pontage à 45 et le cancer généralisé du poumon à 60. Et c'est en cela qu'il est regrettable que la démarche palliative se cantonne dans la fin de vie. Il serait souhaitable qu'elle arrive, parce que c'est encore une fois seulement un mouvement, qu'elle arrive à aller au-delà, même s'il y a des efforts dans ce sens. Dernier aspect du soin, secours et soutien, eh bien, le soin est source de dépendance et facteur d'autonomie. Je vais vous raconter deux histoires. Une histoire de début de vie. Quand une maman nourrit son bébé, elle le secourt. Elle lui donne à manger, c'est un acte de secours, mais elle le soutient aussi. C'est bien ce qu'on a vu. Cette relation unit la maman au bébé, la rend de plus en plus maman, et le bébé de plus en plus proche de sa mère, dans le but de lui présenter le monde pour qu'il puisse s'y individualiser. Et donc, la relation, toute relation, unit, dans le sens où elle nous rapproche, et sépare, parce qu'elle nous permet de grandir et de nous autonomiser. Une relation qui unit sans séparer est une fusion, et une relation qui sépare sans unir est un viol. Ça, c'est une histoire de début de vie. Maintenant, une histoire de fin de vie. Je raconte tout le temps cette histoire, je suis désolé pour ceux qui l'ont déjà entendue, mais elle a marqué ma vie. J'ai remarqué qu'il y en avait d'autres qui racontaient quelquefois les mêmes histoires, et ça, c'est plutôt agréable. Eh bien, Marie va mourir. Elle s'est chamaillée avec sa fille, et on peut dire qu'elle lui a copieusement cassé les pieds pendant plus de 20 ans. Elle est atteinte d'un cancer généralisé, elle a de l'eau dans les poumons et dans le ventre, elle a des métastases osseuses. Elle est assez bien soulagée, c'est-à-dire c'est assez curieux. Et elle s'est réconciliée avec sa fille 3 mois avant de mourir. Et ça fait 1 an et demi qu'on la suit, parce qu'elle a eu une histoire un peu longue. Et elle nous demande, et parce que je vous ai dit que j'étais ici du monde curatif et du monde palliatif, et elle nous demande pendant 3 semaines, matin et soir, de mourir. Et ce n'était pas du bluff, c'était « je veux que vous me tuiez ». Alors si vous dites oui, c'est foutu, hein, mais si vous dites non, c'est foutu aussi. Donc qu'est-ce que vous voulez dire à travers ça? Quel est le sens? Eh bien, on a mis 3 semaines à trouver une réponse stupide. Et la réponse c'était « et si on vous permettait de retourner là où votre fille vit ?» Pourquoi? Parce que la fille faisait 200 km tous les jours pour venir la voir, ce qui était quand même super sympa. Mais c'était invivable pour elle, parce qu'elle travaillait en même temps. Et donc, quand on lui a proposé de retourner chez sa fille, elle nous a dit, enfin dans la ville de sa fille, qui était Saint-Brieuc d'ailleurs,
Elle nous a dit « Ah, j'osais pas vous le demander ». Et vous voyez que là, on assiste à l'échange des fragilités. Quelle était la fragilité de Marie? Et elle était double. Elle avait cassé les pieds à sa fille et elle continuait. C'est insupportable. Et elle avait besoin de poser un acte qui manifeste son amour pour sa fille. Et puis vis-à-vis de nous, ça fait 1 an et demi qu'ils s'occupent de moi, je ne peux quand même pas leur faire ça. C'est vachement difficile de trouver cette réponse, de faire cette demande. Et quelle était notre fragilité à nous? Notre fragilité à nous, c'est qu'on était trop investis dans la relation avec Marie. On avait une relation qui nous unissait, mais qui nous séparait peut-être pas tout à fait assez. Et il a fallu, parce qu'on s'était donné du mal, et parce que c'est très désagréable d'avoir quelqu'un qui vous dit ouais, vous occupez de moi, mais je veux m'en aller. Et donc, il a fallu que ce soit nous qui trouvions la réponse et que nous lui proposions la solution. Et vous voyez que tant que les fragilités ne sont pas échangées, elle ne peut pas poser un acte d'autonomie, qui est « je rentre à Saint-Brieuc ». Et donc, nous sommes dépendants, et nous sommes fragiles tous les deux, mais la vulnérable, c'est Marie, parce que c'est la plus fragile des deux dans la relation. Et surtout, c'est de cette fragilité que naît l'autonomie. C'est de notre interdépendance, puisque nous sommes tous interdépendants, que peut naître l'autonomie. Et donc, l'indépendance n'est pas l'autonomie, et l'autonomie est issue de l'interdépendance échangée. Et dans le soin, eh bien, nous sommes donc tous dépendants, depuis la naissance jusqu'à la mort, et si je suis soignant aujourd'hui, c'est parce que j'ai été soigné, et nous sommes tous fragiles, parce que la dépendance est par elle-même une fragilité. Et puis parce que le soin que l'on a pris de nous et que l'on prend de nous, du fait, et qui fait notre histoire et notre individuation, eh bien, il a été plus ou moins traumatisant, parce que personne n'est parfait, et que les limites humaines nous ont fragilisés, traumatisés et cabossés. Et c'est à travers ces failles que nous pouvons être proches de l'autre. Et la fragilité peut s'exprimer pas seulement du soigné vis-à-vis du soignant, mais du soignant vis-à-vis du soigné. Pourquoi? Parce que c'est un travail, et que tout travail oblige, et oblige ici au dévouement, permettant parfois, et les questionnaires de satisfaction des malades en témoignent parfois, un véritable abus de pouvoir du soigné sur le soignant. Et aussi la fragilité, bien sûr, du soigné vis-à-vis du soignant, et comme il est le plus fragile, c'est sa vulnérabilité qui est en cause, alors que nous sommes seulement fragiles dans cette relation. Et encore, ce n'est pas toujours le cas. Je vais maintenant essayer de vous donner quelques éclairages sur le soin, la question du travail et du pouvoir, la question de la... Bon, c'est pas mal. Ben oui, je m'arrête. La question du travail et du pouvoir, la question de la liberté et de l'égalité, la question de la dimension cosmique du soin et la question du soin du sens. Travail et pouvoir, je l'ai abordé tout à l'heure. Il y a un vrai pouvoir du soignant, puisqu'elle suppose la compétence d'un seul, la relation soignant-soigné, créant par principe et parfois par instrumentalisation une différence de pouvoir. La compétence, c'est une création lorsqu'elle agit pour libérer l'autre, mais elle peut devenir un abus de pouvoir. Et c'est toute la question, je pèse mes mots, j'aimerais bien qu'on me questionne, d'un juste paternalisme à accepter. Parce que je suis là pour donner à l'autre ce dont il a besoin, je sais que c'est un pouvoir exorbitant et que je dois en user avec beaucoup de circonspection, mais c'est mon métier. Parce que si je ne suis pas là pour donner à l'autre ce dont il a besoin, mais ce qu'il demande, je suis un commerçant, je ne suis plus un soignant. Et le pouvoir du soigné, eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, quel est le pouvoir du soigné? C'est que notre métier est un travail, que ce travail nous impose un devoir et que tout travail peut devenir une servitude. Et nous avons tous eu des malades qui ont su se servir de leur pouvoir, quelquefois pour nous faire marcher sur la tête. Je n'ai pas dit que c'était le plus fréquent. Le plus fréquent, c'est le pouvoir du soignant sur le soigné, bien sûr. Mais ça existe et on l'a tous expérimenté. Donc la question du travail et du pouvoir, la question de la liberté et de l'égalité. Si on essaie d'équilibrer l'asymétrie de la relation soignant-soigné, y compris jusque dans les lois,
et ses dérives, eh bien c'est au nom de la liberté et de l'égalité. Et le souci de liberté et d'égalité, c'est le souci de justice. Le soin est souci de justice. Et la liberté et l'égalité sont issus du soin. Et ils y retournent. Et c'est un espèce de va-et-vient permanent. Et il y a au moins 2 sources d'injustice dans le soin. La violence et l'opposition entre la solidarité et la fraternité. Eh bien, la violence, c'est sûr, il n'y a pas de soin sans violence. Il n'y a pas de soin sans risque de violence. Cette violence, ce n'est pas la question de fond, parce qu'elle est inévitable, qu'elle soit physique, par les traitements, qu'elle soit psychique pour contenir le psychisme qui se répand à travers la blessure, ou qu'elle soit spirituelle face à l'amoindrissement de l'autonomie qui en résulte. Cette violence est inévitable. Et la question de fond à travers la violence, c'est la bienveillance ou la malveillance. La violence bienveillante sauve la violence, alors que la violence malveillante, c'est la maltraitance. Une histoire personnelle, il m'est arrivé dans une vie antérieure d'avoir en 36 heures une ponction de plèvre, une ponction lombaire, la pose d'une chambre de perfusion et une cure de chimiothérapie. C'est une violence inouïe. Et pourquoi ça a été sauvé par la bienveillance? Parce que moi, je sais la gymnastique qu'ils ont fait pour pouvoir faire tout ça en 36 heures et que leur objectif, ce n'était pas de m'ennuyer. Et c'est pour ça que je leur suis reconnaissant et que j'ai compris leur bienveillance. Sinon, peut-être que je serais parti. Et donc, le deuxième risque d'injustice, en dehors de la violence, c'est l'opposition entre la solidarité et la fraternité. Parce qu'on est tous pareils. Du côté du soignant, c'est l'opposition entre les soins pour tous que je souhaite et les soins pour mon malade que je juge primordiaux et qui priment sur les soins pour tous quand je suis impliqué dans une relation de soins. Et c'est normal. Et puis du côté du soigné, c'est l'opposition entre les soins pour tous que je souhaite et les soins pour moi, qui sont quand même primordiaux, et qui priment sur les soins pour tous quand je suis malade. Dans une catastrophe naturelle, c'est moi d'abord, sans ça je ne pourrais pas secourir les autres. C'est ma famille ensuite, puis c'est les autres après. Et pourtant, nous avons tous un souci des autres, parce que je me juge bien soigné si tout le monde a accès aux soins. Sans ça, je vais me demander pourquoi eux et pas moi, ou pourquoi moi et pas eux. Et donc la vraie question, c'est jusqu'où peut-on faire primer le principe de conservation de la vie et de la fraternité dans le soin sur le principe de justice et de solidarité. Et c'est peut-être une clé, pas la clé, une clé de réponse à la question du maintien artificiel de la vie. Parce que c'est parfois le rôle du soignant de repousser les limites de la société pour soigner son frère, mais j'ai la responsabilité de déterminer dans la relation un soin proportionné à une personne, pas à la société. Et le politique, lui, et j'ai ma part à prendre dans le politique, mais avec une autre casquette, il a le devoir de contenir le soignant pour respecter la solidarité, afin que chaque situation particulière trouve dans cette tension nécessaire entre la solidarité et la fraternité une réponse permettant de les équilibrer. Un exemple. C'est certainement très solidaire de mettre un masque et une casaque pour soigner un mourant atteint d'une infection nosocomiale. C'est pas très fraternel. Et un patient, c'est une histoire vraie, atteint d'une ESLA, qui rentre chez lui pendant 1 an et demi avec une machine et une trachéotomie, sans être réhospitalisé, au prix d'une gymnastique, oui, on a repoussé les murs. Ben je pense que c'était justifié. Mais quand vous sortez de la clinique et vous voyez, pour 1 euro, on soigne un lépreux, vous êtes mal. Et donc cette tension-là, elle est nécessaire. Et il est nécessaire qu'on soit mal, sinon on ne la vivra pas. Troisième aspect, la dimension cosmique du soin avant le souci le soin du sens. Eh bien, le soin du monde naturel et culturel, j'ai bien dit naturel et culturel, eh bien c'est notre responsabilité. On le retrouve dans l'écologie sûrement, mais on le retrouve au quotidien parce qu'on a soin des lieux de notre histoire. Pourquoi j'aime la musique? Pourquoi j'aime le bateau? Parce que c'est un monde qui m'a été présenté de façon agréable. Pourquoi j'aime moins le jardinage? Ben, je pense que je sais pourquoi d'ailleurs. Le soin de l'individu, donc, passe par le soin du monde et inversement. Parce que le soin du monde naît de la relation de soin. Pourquoi le collectionneur de vieilles voitures aime ces vieilles voitures? Pourquoi un enfant élevé sans amour et sans bienveillance aura peur du monde et le vivra en ennemi? Selon qu'il grandit ou non dans la confiance, il découvrira un monde hostile ou un monde à explorer.
Et donc de la relation de soin naît ce monde à aimer, ou ne naît pas ce monde à aimer. Est-ce que je suis clair? Donc la relation de soin crée des sujets coupés du monde ou des sujets ouverts au monde. Et réfléchissons bien, dans la maladie, et ça a été dit tout à l'heure très bien par M. Biche, selon la façon dont nous présentons le monde du soin, il deviendra un lieu de confiance ou un lieu d'hostilité. Et c'est tout à fait bien illustré par ce que vous nous avez partagé. Et donc, dans toute notre vie, nos rencontres nous ouvrent ou nous ferment à un nouvel aspect du monde. Et ça, c'est la culture, qui est peut-être l'expérience que l'on a du monde et de la civilisation. Et le soin du monde est donc créé par la relation, mais il retourne à la relation, et c'est encore ce balancier. Pourquoi? Parce que la culture, soin du monde, est source de relation, puisqu'elle la permet. Nous sommes ici réunis autour du soin. Si nous n'avions pas de surface d'échange possible, de culture commune, nous ne serions pas là, nous ne pourrions pas échanger. Donc, le soin du monde est source de relations. Comment échanger sans surface d'échange? Et puis, même dans notre expérience clinique, le soin que nous prenons pas assez du monde culturel, du respect et de la connaissance des rites et des cultures, est une condition de son succès. Donc, le soin du monde naît de la relation et retourne à la relation. Il est le cadre de nos soutiens mutuels, et sans souci du cadre, il n'y aura jamais de belle gravure. Donc l'esthétique n'est pas un luxe, mais un souci de relation. Dernier aspect, la question du souci du sens. Et ça amène à poser la question de la guérison. Parce que la guérison, elle est physique ou psychique quand elle peut. Mais elle est toujours spirituelle, sans quoi elle n'est pas. Pourquoi? Parce que la guérison physique complète, la restitution ad integrum, comme la bagnole, ça n'existe pas. Il n'y a pas de maladie qui ne laisse de séquelles en dehors de la pathologie infectieuse. Point. Toutes les maladies, on dit « je suis guéri », mais ce n'est pas tout à fait vrai. On m'a enlevé la vésicule, bon, je suis guéri. Bon. Et essayer de trouver une maladie, en dehors encore une fois de ce qui est agression par un agent extérieur, qui guérisse sans laisser aucune trace. Une hypertension, ah ok, mais quand on arrête le traitement, elle rechute, elle n'est pas guérie. Donc la guérison physique, et pourtant il faut l'employer ce mot, vous êtes guéri, elle n'existe jamais complètement. La guérison psychique, toute maladie grave, laisse des séquelles psychiques avec lesquelles on peut vivre, mais elle les laisse. Donc la guérison psychique, elle n'est pas de l'ordre du retour à l'état antérieur. Et donc, que peut-on dire de la guérison? Du côté du soignant, je ne peux pas dire grand-chose. Quand je dis vous êtes guéri, je peux dire, statistiquement, vous êtes guéri. Je peux dire, je ne peux plus rien dire du lien entre votre finitude et votre maladie. Le seul pouvoir que j'ai, et il est très fort, il ne faut pas forcément l'employer, c'est je sais que vous n'êtes pas guéri. Donc, du côté de la guérison, ce que peut dire le soignant est surtout négatif. Et c'est le malade qui peut dire « je suis guéri ». Dire à quelqu'un qu'on vient d'amputer de sa féminité « vous êtes guéri », c'est une violence qui n'est pas forcément bienveillante. C'est le malade qui peut dire « je suis guéri ». Et quand est-ce qu'il pourra dire « je suis guéri » Il pourra dire « je suis guéri » quand il aura surmonté le choc physique, psychique et spirituel de la maladie, et quand il aura trouvé ou retrouvé un sens à sa vie, non pas malgré, mais à travers, et parfois grâce à ce choc. Et donc la guérison ne peut être acquise que quand la personne a retrouvé un sens à sa vie, et ce qui est formidable, supérieur ou égal à celui qu'il avait avant. Et en fin de vie, le but du soin, c'est la même chose. Un secours qui soulage, un soutien qui autonomise, qui unit, et surtout qui sépare. Parce que la question en fin de vie, c'est de créer de la relation sans créer de lien, c'est-à-dire ce qui attache. C'est de créer une relation qui permette la plus grande des autonomies, l'acceptation. Et donc, vous voyez que le sens naît du soin et de la relation, et que le souci du sens y retourne. Ah tiens, ça a remarché. Bon, c'est pas grave. Alors, je voudrais maintenant aborder ma conclusion.
Eh bien, la différence entre le futur et l'avenir, eh bien, c'est la relation qui transforme le futur en avenir. Le futur renvoie à ce qui sera à partir de ce qui est déjà, et l'avenir renvoie à ce qui sera à partir de ce qui sera. Le futur provient du présent, est une projection du présent, l'avenir est une projection du futur. Je vous donne un exemple. Il y a 1 an et demi, Henri Rouault de la Vigne m'a demandé de réfléchir sur le soin. Il m'a décroché son téléphone. Ça, c'est du futur. Demain, je décrocherai mon téléphone. Pouvait-il imaginer ce qu'il en sortirait? Sans ça, il ne m'aurait peut-être pas demandé. Donc, vous voyez bien que le futur renvoie à ce qui sera à partir de ce qui est, et que l'avenir renvoie à ce qui sera à partir de ce qui sera. Conclusion, tout ne se joue pas avant 6 ans. Deuxièmement, eh bien, j'ai entendu parler d'habiter tout à l'heure. Eh bien, le soin, secours et soutien, c'est le fondement de notre lien social, de notre culture. La culture, elle a pour étymologie le verbe colo, colere, cultum en latin, qui a 4 sens. Soigner et connaître, agriculture, viticulture, c'est du soin. Honorer, rendre un culte, c'est du soin. Entourer d'égards et du soin, c'est du soin. Et le tout peut être résumé par un 4e sens qui les contient tous, habiter. Parce que habiter le monde, c'est l'accueillir et le cultiver, mais c'est aussi se créer un habitat pour y vivre confortablement. Et vous ne serez pas bien dans votre salon si vous n'êtes pas capable d'y accueillir ceux que vous honorez et d'y accueillir les fragiles. Donc nous ne vivrons bien dans ce monde que si nous sommes capables d'habiter ce monde par le soin. Et soigner, c'est habiter le monde. Dernière conclusion. Eh bien, j'espère avoir fait disparaître quelques certitudes ou contribué. J'en ai toujours à faire disparaître pour moi-même. Et j'aurais atteint mon but ce matin si j'ai contribué à renforcer vos convictions, parce qu'il est nécessaire d'avoir des convictions, mais il est très dangereux d'avoir des certitudes. Il faut transformer ces certitudes en interrogations et interroger nos convictions. Il n'y a pour moi qu'une seule certitude. L'homme est fait pour le sens. Et donc j'ai voulu, avec toutes les orthographes possibles, mais elles n'apparaîtront pas, vous aider à penser avec un E ou un A pour mieux penser l'homme avec un A ou un E. Car, comme le dit un grand penseur avec un E et un A, la réflexion sans expérience est insensée, l'expérience sans réflexion est vaine, et une décision qui n'est pas enracinée dans l'expérience et la réflexion est irrecevable. Je vous remercie.